Si vous saviez comment avoir du soleil dehors, ça me remonte le moral. Je ne peux que être d'attaque pour filmer cette vidéo. Donc écoutez, let's go! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est avec les rayons du soleil que je filme aujourd'hui ce point lecture d'octobre et je ne suis que ravissement. Sans plus attendre, on commence avec ma première lecture du mois d'octobre qui a été Un rêve de renard de Mina Sandberg aux éditions Achilleos. Ce livre, je maintiens, est toujours absolument sublime. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre ces deux protagonistes, donc un humain avec son chien, qui vont se retrouver coincés dans une sorte d'entre-deux, entre la vie et la mort, puisqu'il y a des sortes d'esprits renards qui gèrent le temps, il me semble. On a plusieurs esprits différents des animaux qui gèrent plusieurs parties. C'est toute cette culture, vous savez, des aurores boréales, où vous avez des animaux qui sont dedans, etc. Il me semble. Vous avez une très jolie illustration ici avec ce bébé renard qu'on appelle tout du long bébé renard. Le pauvre, il pourrait avoir un prénom. Soit. Donc bébé renard va foutre la merde parce qu'il est mis à l'écart par les renards adultes qui, eux, gèrent leur bail et ils se disent que bébé renard, il est très immature et il fait n'importe quoi. Du coup, ils le mettent à l'écart et bébé renard, vu qu'il est très immature, c'est un fait, et qu'il a envie de faire ses preuves et qu'il n'est pas très consciencieux et un peu stupide, on va pas se mentir, vous commencez à sentir le ressentiment. Et ben forcément, il va foutre la merde et il va plonger un village entre la vie et la mort. Et ce jeune garçon et son chien vont être entre guillemets ressuscités. En tout cas, ils vont avoir conscience de l'entre-deux et ils vont avoir des petites quêtes à résoudre. Je ne sais plus si c'est ça le bon terme. Bref, vous avez compris, à la fin de cette quête, tout le monde va pouvoir revenir dans le village comme avant. Personne ne va mourir, en somme. C'est plutôt cool. Comme vous pouvez le voir, c'est un livre très épais, donc je vais essayer d'aller assez rapidement parce que c'est lourd. J'étais absolument ravie de me plonger dans ce livre puisque c'est un livre qui me tentait vraiment beaucoup. Je trouvais que les dessins étaient très très beaux, la colorisation était aussi très très belle. Franchement, ça me donnait trop envie. Et quelle ne fut pas ma déception. Voilà, je vais arrêter le suspense plus longtemps. Je n'ai que très moyennement apprécié ce livre, principalement à cause du scénario et du personnage principal qui est juste abject en fait. Il n'est pas du tout agréable. Il est infect avec tout le monde, même son chien qui, lui, est trop mignon et essaye de se plier en quatre pour faire tout ce qu'il peut pour l'aider. Et c'est à peine s'il lui dit merci. Il est hyper condescendant avec tout le monde. Et je suis désolée, mais sur 600 pages à peu près, c'est super long en fait, un protagoniste qui est antipathique à souhait. Donc ça déjà, ça a été un premier point négatif. Second point négatif, c'est le scénario. 600 pages, c'est extrêmement long sur un schéma qui se répète à peu près 6 fois, je crois. Je vais vous dire ça. Parce que bon, 8 fois, c'est pire que tout. Pour un schéma narratif qui se répète 8 fois, c'est lassant, vraiment. C'était long. Parce que, en gros, le mec, il se réveille dans un monde, il a une petite amulette, il doit trouver à qui l'amulette appartient. Pour ce faire, il doit résoudre une sorte de quête que cette personne spécifique a. Donc il a un souhait qu'il veut faire et cette personne ne lâchera rien avant d'avoir fait ce souhait. Et puis bah voilà. Et donc du coup ça se répète 8 fois. Et juste en fait la chose qui change, c'est son chien qui change d'aspect physique en fonction du petit médaillon qu'il a reçu. Et puis bah voilà quoi. Ça s'arrête là. Et ça sur 600 pages à peu près. Donc autant vous dire que c'était un peu longué, hein, on va pas se mentir. Moi je m'attendais vraiment à des rebondissements, des choses différentes. Enfin je veux dire, avec l'histoire de base, il y avait quand même moyen de faire un truc super chouette. Et j'ai été grave déçue de la tournure que ça a pris très vite finalement. Le point positif par contre de ce livre, et ça je l'admets avec plaisir, c'est vraiment ses dessins et la colorisation comme je le disais au préalable, c'est trop beau. Et ce que j'ai trouvé trop chouette là pour le coup, c'est que dans chaque chapitre, donc avec le même schéma, etc., là, eh bien on a une colorisation spécifique. Donc là vous voyez, on est un peu plus sur des couleurs rosées, là on est un peu plus sur du jaune, on était plus sur du bleu. Bref, voilà, vous voyez, de toute façon ça change au fur et à mesure. Et ça par contre, j'ai trouvé ça très cool. Et j'ai beaucoup apprécié ce jeu de couleurs, j'ai trouvé ça très joli. Il y a un détail qui est trop beau. Enfin, vraiment, le travail de colorisation, c'est une dinguerie. Et ce sur 600 pages, c'est d'autant plus impressionnant parce que c'est un gros ouvrage. Et donc du coup, ça a dû être vraiment un taf hyper minutieux. Donc ça, pour le coup, vraiment trop cool. Et second point qui est plutôt chouette, attendez, je vous montre. En fait, c'est trop cool parce qu'à la fin, on a un guide mythologique sur la mythologie finlandaise avec les explications, donc les aurores boréales, le feu du renard, le sentier des oiseaux, voilà, c'est ça,
les êtres spirituels. Et en fait, ça, c'est tout ce qu'on a retrouvé dans le livre. Et j'ai trouvé ça trop intéressant d'avoir ce petit glossaire à la fin. J'ai trop aimé et c'est limite ce que j'ai préféré dans l'histoire. Donc je me suis renseignée, j'ai trouvé quelques livres sur la mythologie finlandaise que j'ai mis dans ma wishlist. Mais ça m'a grave intéressée et j'ai trouvé ça hyper chouette. Et j'adore que ce soit les esprits des animaux. Je trouve que ça change de la mythologie grecque, même si vous savez que j'adore la mythologie grecque. Mais j'aime bien aussi ce côté représentation de quelque chose et d'une idée par le biais des animaux en fait. C'est d'ailleurs pour ça que petit aparté, je le vois dans le retour, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore cet oracle qui est Animal Magic. C'est par Esther Sanchez. Si vous cherchez un oracle et que vous parlez anglais, cet oracle est magnifique. C'est celui-ci que je vous partage généralement en story quand je fais un tirage. Voilà, rien à voir. Les cartes sont magnifiques. Attendez, mais il faut que je vous montre quand même les cartes. Je vous en fais un petit aperçu. Regardez, là vous avez le lion, trop beau. L'aigle, trop beau. Je vais pas le dire à chaque fois, mais les corbeaux, les baleines. Bref, j'adore cet oracle, je le trouve sublime. Voilà, c'était la petite aparté qui sert à rien. Ça s'y prêtait bien, hein, c'était plutôt contextuel, bref. Et dernière chose que je voulais ajouter, c'est un conseil que j'ai reçu de Eve Lecture. Si vous ne la connaissez pas sur YouTube, elle fait tellement de lectures au mois, c'est hyper impressionnant. Et elle a des lectures qui sont très variées, donc si ça vous intéresse, allez la suivre. Bref, elle en avait déjà parlé sur sa chaîne et il me semble qu'on en avait reparlé par message où elle me disait qu'elle avait beaucoup aimé ce livre parce qu'elle l'avait pris vraiment comme le suivi d'un rêve finalement. Et elle s'était plutôt détachée de la trame scénaristique pour se plonger dedans et juste suivre en fait au fur et à mesure comme si elle se laissait porter. C'est pour ça qu'elle a plus apprécié que moi je l'ai apprécié. J'ai peut-être un côté plus terre à terre et quand je lis quelque chose, je n'aime pas... Non, mais de toute façon, c'est sûr. Dans ma vie, je n'aime pas quand ça tourne en boucle, que ça tergiverse, qu'on tourne en rond. C'est des choses qui me saoulent très vite et très fort. Donc, bah forcément, moi, j'y suis sensible, en fait. Donc, je pense que ça dépend comment est-ce que vous recevez le livre. Et si ça vous tente, c'est bien. Je vous conseille de suivre son conseil à elle. Et peut-être quand vous laissez emporter, bah, vous apprécierez plus que moi, je n'ai apprécié ce livre. Voilà. Ma seconde lecture du mois a été Elana, l'envol de Pierre Bottero aux éditions Rajo. J'ai encore une fois adoré ce livre, mais sans surprise j'ai envie de vous dire, puisque déjà le premier a été un réel coup de cœur. Pour l'histoire, juste on continue son apprentissage et ses péripéties concrètement. Comment est-ce qu'elle devient marche-ombre, où est-ce qu'elle en est dans sa vie, qu'est-ce qu'elle rencontre, etc. etc. J'ai trouvé que, encore une fois, les valeurs qui étaient présentes dans le premier continuent à perdurer dans le second et c'est vraiment quelque chose qui pour moi est très important. Si vous ne savez pas à quoi je me réfère, je vous mettrai la vidéo où j'en parle dans le petit i, comme ça vous aurez des chapitrages et vous pourrez aller voir spécifiquement parce que je vous avoue que je ne vais pas m'amuser à redécrire toutes les valeurs qui moi m'ont importé et que j'ai retrouvées dans le premier parce que sinon vraiment on n'a pas fini sur ce point lecture. Mais quoi qu'il en soit, bah, j'ai encore une fois beaucoup apprécié tout ce qui était véhiculé, le pan qu'on prend pour parler des relations humaines, des relations amicales, des relations amoureuses, tout était hyper intéressant. On retrouve tout ce qui constitue Elana et on assiste à la suite de sa construction et au développement de sa personne. Donc c'est trop intéressant et je trouve que dans ce livre il y a vraiment tout en termes d'action, en termes de relations, en termes de valeurs véhiculées. C'est hyper complet. Encore une fois, j'ai adoré. Je pense que ce n'est pas autant que le premier, parce que le premier, ça m'a tellement surprise et ça m'a tellement, vous savez, prise un petit peu de court, mais du bon côté, bien évidemment. Mais j'ai quand même adoré celui-ci et c'est une lecture que j'ai appréciée de A à Z. Autre point positif que j'aimerais vous soumettre, c'est que le rythme est parfait en fait. Et ça, je trouve que depuis le départ, depuis que j'ai commencé les lectures de Pierre Bottero, je trouve que vraiment c'est sa force. Il a vraiment une maîtrise de son rythme dans ses livres qui est parfaite. Vraiment, je n'ai rien à redire là-dessus. C'est toujours trop bien. C'est haletant. Tout est bien équilibré. Ça se lit tout seul. Les péripéties sont très bien dosées et nous tiennent extrêmement bien en haleine, hein, qu'on se le dise. Et cette fin, vraiment la fin de celui-ci, je vous jure que je vais pas tarder à lire Le Monde des Weyland pour pouvoir finir la trilogie et pour pouvoir lire Elana la prophétie parce que vraiment, cette fin est affreuse. Ce n'est pas possible de finir là-dessus en fait, monsieur. Vraiment, s'il vous plaît. Donc je réitère que ce livre m'a énormément plu et que la saga de Elana jusqu'à maintenant est ma préférée des sagas de Pierre Bottero que j'ai lues. Alors certes, il n'y en a que 2. Mais je préfère vraiment Elana à la quête des Weyland pour l'instant parce qu'elle a vraiment réussi à se hisser une place dans mon cœur et ça, je peux vous dire que c'est assez rare pour le souligner. On enchaîne avec Pénélope Renditac de Claire Neuf aux éditions Hauteville. Alors pour l'histoire déjà, on va suivre Pénélope qui attend Ulysse depuis déjà quelques années. Il me semble que ça fait 8 ans qu'elle l'attend ici. Elle va avoir du coup tous les prétendants à la cour qui vont rester à Ithaque en profitant de tout et en attendant qu'elle se décide à marier quelqu'un. Donc forcément on la presse, il y a des intérêts politiques qui se font en interne, des sortes de conflits déguisés et il y a toute une stratégie politique qui va se mettre en place de la part de Pénélope pour essayer de gagner le maximum de temps parce qu'elle est persuadée que son mari va rentrer et aussi parce qu'il y a une tension palpable en fait entre tous les hommes et elle
parce que il considère que c'est une femme et qu'elle doit se remarier et que Ithac sans un roi, ce n'est pas possible en fait. Donc dans l'ensemble, déjà c'était une très bonne lecture, ça je n'ai rien à redire là-dessus. On reparle du livre qui est déjà très beau, hein. Bon, soit. Donc c'était une très bonne lecture, ça je n'ai rien à dire dessus, ça change bien évidemment du mythe de base où on est clairement du côté d'Ulysse et de l'Odyssée plutôt que du côté de Pénélope qui attend son mari pour rentrer, hein. On a du coup les 10 ans d'Ulysse qui se tapent dans la gueule avec à la fin les retrouvailles avec Pénélope, mais c'est tout. Du côté de Pénélope, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé pendant 10 ans, et je vous avoue que même moi à l'époque quand j'ai lu l'Odyssée, je ne me suis même pas posé la question. Bon, c'est terrible, hein, mais bon, écoutez, c'est vrai. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça hyper cool d'avoir son point de vue et qu'on comprenne un petit peu les enjeux aussi qu'il y a de son côté malgré tout, parce qu'elle a pas fait que tisser quoi, en attendant. Il a fallu qu'elle gère tout. La petite particularité de ce livre, c'est qu'on est du point de vue de Héra, donc c'est Héra la conteuse de cette histoire. Ça permet d'avoir une dimension un petit peu plus dézoomée sur la situation, même si elle est très impliquée. Je trouve que ça met une certaine distance avec tout ce qui se passe malgré tout. Ce que j'ai aussi trouvé trop cool, c'est la sororité qui est présente dans ce livre. J'ai beaucoup aimé voir le fait que toutes les femmes s'allient pour essayer de résoudre des conflits politiques internes et externes. Mais j'ai trouvé que le côté femme était beaucoup moins manichéen que le côté homme. Et ça m'a un peu posé problème, je vous avoue. Dans le sens où tous, sauf un seul, mais tous sont des gros rustres, mais plus, qui n'ont aucune éducation, qui prennent toutes les femmes pour acquises, que la bêtise a rendu inaptes à réfléchir. Ils se sentent tous surpuissants et en résumé, ils sont juste tous insupportables en fait. Vraiment, tous sans exception, sauf comme je vous disais, un seul qui y réfléchit. Peut-être un deuxième, soit qui conseille Pénélope, mais bon, il est vraiment très secondaire et on le voit pas beaucoup. Mais, waouh, c'est lourd en fait. Même Télémaque, donc le fils d'Ulysse et Pénélope, il est bête. Oh là là, c'est insupportable. Soit il fait sa crise d'ado, mais tout le long du livre, il dénigre sa mère parce que c'est un homme et qu'elle est une femme. Il ne comprend absolument pas l'intelligence de sa mère, il n'essaie même pas de la comprendre. Et le pire, je pense, c'est que lui pense qu'elle est incapable d'aller jusque-là en termes de pensée et d'intelligence et de stratégie politique. Donc, dur. En fait, vraiment, là, je vous partage juste mon ressenti, parce que ça m'a saoulée, ça m'a révoltée, ça m'a saoulée. J'aurais aimé plus de nuances, mais je comprends pourquoi est-ce qu'elle l'a pas fait. J'ai un peu l'effet centre de chaise, là, vous voyez, parce que je comprends le parti pris de faire des hommes comme ça, mais ça m'énerve que les hommes soient comme ça. En gros. Honnêtement, dans le livre, je sais pas si ça, c'est un réel problème, ou si c'est vraiment juste moi que ça dérange, parce que ça me répugne, en fait. Enfin... Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Et ça m'a saoulée d'être confrontée à une masculinité qui est au-delà de la toxicité. Autre chose qui m'a dérangée, et ça pour le coup je pense que c'est un petit peu plus objectif que ce que je vous ai dit avant, vu qu'on est du point de vue d'Héra, on a tendance parfois à dézoomer de façon géographique. Donc Héra c'est une déesse, je vous le rappelle, elle a une vision un petit peu sur l'entièreté de ce qui se passe dans le monde, ou en tout cas en Grèce, et parfois on a un dézoom de Ithac pour zoomer autre part sur ce qui se passe ailleurs en fait. C'est très rare, mais ça arrive. Sauf que ce qui me dérange profondément, c'est que tout le temps, ou du moins la plupart du temps, en tout cas ça m'a assez marqué pour que je le souligne, on a des zooms sur des violences sexuelles exercées impunément par des hommes sur des femmes, voire des viols concrètement. On n'a aucun contexte, juste telle personne est actuellement en train de se faire violer. Et ben c'est super, je ne vois pas l'intérêt que ça apporte au texte parce qu'on comprend déjà bien suffisamment, croyez-moi, que c'est extrêmement clair que les hommes, c'est des gros fils de chiens et que vraiment à la cour d'Ithac, c'est tout à fait suffisant et on comprend très bien jusqu'où les hommes peuvent aller et de façon impunie et qui n'en ont absolument rien à foutre en plus de ça. Donc je ne vois pas ce que ça apporte au texte. C'est comme ce que je reprochais finalement au Bal des Folles. C'est juste en fait mettre un viol pour ajouter une touche de dramatique entre guillemets à son texte sans avoir vraiment une réelle avancée quelconque sur le scénario en soi, puisque ça ne sert à rien de savoir que telle femme, alors c'est terrible, je vous l'accorde à 100%, c'est même pour ça que ça me dérange, mais en soi ça ne sert à rien de savoir que telle femme est en train de se faire violer pendant que Pénélope est en train de coudre son truc. Vraiment, je suis désolée, mais non. Pourquoi faire ça? Avec toutes les scènes qui sont dépeintes à Ithac, on comprend très bien, vraiment, on comprend très très bien ce qui se passe, et même au-delà, parce qu'après, il va y avoir d'autres personnages qui vont s'ajouter, dont sa cousine, etc., qui a vécu des choses avec son mari, donc on en rajoute encore une couche avec ça, et là pour le coup, je ne reproche pas ça au texte, parce que c'était utile à l'histoire, et on comprend pourquoi est-ce qui s'est passé, soit, mais vraiment, ces dézooms là sur des violences sexuelles gratuites qui se passent aux quatre coins du monde, pourquoi faire ça? Vraiment, je ne comprends pas. Et ça, je vous avoue que ça me dérange profondément. Après, je vous avoue que ce n'est pas à chaque chapitre non plus, soit, mais je m'en rappelle déjà que de 2, et c'était déjà 2 fois de trop. Donc, voilà. On enchaîne avec L'été meurtrier d'Osford. Donc ici, Chou à la crime de H.Y. Hannah aux éditions
City. J'ai l'impression que ça fait 15 fois que je raconte cette histoire, mais c'est bon, je la connais très bien maintenant. On va suivre Gemma qui va décider d'ouvrir un salon de thé. Elle a quitté son emploi précédent pour pouvoir ouvrir ce salon de thé qui était son rêve finalement, jusqu'au jour où un matin, un client qu'elle avait vu la veille va être retrouvé mort devant son café, assassiné avec un de ses scones. Donc bien évidemment, elle va décider pour sauver son salon de mener l'enquête. Oui tout à fait. De son côté, elle va décider de mener l'enquête pour pouvoir sauver son salon et pour ne pas que son salon coule. Du coup, on va suivre toutes ces petites péripéties avec des personnages qui sont plutôt en couleur. Voilà, c'est un contexte, c'est un cosy mystery pour ceux qui ne le savent pas. Donc on va suivre une enquête, mais ça va être sous couvert de légèreté et d'humour. Ce n'est pas un texte lourd où on va avoir des descriptions de ouf et c'est pas un thriller quoi. On n'est pas sur Seul le silence par exemple, pas du tout. Et grand merci parce que putain c'était lourd comme texte. Donc pour résumer mon avis, c'est très sympa. J'ai passé un excellent moment, ça s'est lu très vite et très bien. Mais en toute honnêteté, ça m'a suffi. Voilà. Pour vous donner mon avis, c'était une très bonne lecture. Ça s'est lu tout seul et j'ai passé un très bon moment. Donc c'est tout ce que je lui ai demandé, donc c'était parfait. Je me suis vraiment laissée porter par l'histoire et j'ai pas du tout essayé de mener l'enquête avec elle parce que bon déjà c'est très soft en termes d'enquête donc ça sert à rien de me creuser les méninges et j'avais vraiment très envie juste de me laisser porter et c'est ce que j'ai fait, c'était super. Forcément c'est un peu cliché mais c'est pas du tout dérangeant au vu du genre, on s'y attend un petit peu hein, pour être honnête. J'ai bien aimé les persos, j'ai bien aimé l'histoire, c'était cool mais je ressens pas nécessairement le besoin de continuer cette saga. Il y en a d'autres, hein, je sais plus combien il y en a, 8 ou au moins 8 il me semble. Je dis pas que je vais arrêter la saga pour toujours et que je n'y reviendrai jamais, mais je considère pas que c'est une saga en cours parce que là je ressens pas le besoin de continuer et je me dis que je trouverais ça sympa de temps à autre de piocher dans des Cozy Mystery, mais je ne suis pas happée à tel point qu'il faut que je continue absolument cette saga quoi. Oui, effectivement, vu que c'est une saga, on va continuer à suivre Gemma et les évolutions qu'elle a et les personnages qui composent son entourage avec d'autres histoires. Parce que oui, je vous avoue que j'ai un petit peu lu les résumés pour savoir ce qu'il en était après coup, donc j'ai compris que juste on allait continuer en fait à suivre Gemma et à suivre les personnages qui gravitent autour d'elle sous couvert de petites histoires qui se passent et décidément il y a beaucoup de meurtres dans sa ville à résoudre. Mais voilà, je ressens pas le besoin incroyable de continuer. Si un jour j'ai envie, je le ferai. Mais je considère que j'arrête cette saga, pas officiellement, mais un petit peu officieusement parce que voilà, je considère que ce sera des tomes indépendants, même si on suit les mêmes persos, etc. Voilà. Et je termine ce point lecture avec Jersey Legends de Erin Michaels aux éditions The History Collection. Je sais plus. Ah non, The History Press. Putain, j'étais pas loin. Donc, pour vous resituer l'histoire, je vous en ai parlé dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. On va suivre les différentes légendes qui composent le patrimoine, entre guillemets, de l'île de Jersey, qui est une île anglo-normande, il me semble. On m'a dit ça dans les commentaires après coup, la première fois que je vous en ai parlé. Donc, j'ai trouvé ça super chouette. C'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé découvrir les histoires qui composent l'histoire de cette île, finalement. Et j'ai aussi beaucoup aimé que à la fin on ait des explications en fait sur chaque conte. Ouais, y a rien. Ouais, c'est un peu de la merde, bref. En gros, à la fin, vous avez des notes de texte où chaque conte est un petit peu expliqué et un parallèle avec la vraie vie et les lieux en fait où ça se passe, en gros. Alors, c'est évident que j'aurais encore plus apprécié ma lecture si j'avais été moi-même à Jersey et que j'aurais pu faire les liens avec les lieux que j'avais visités, puisque je le rappelle, c'est un livre qu'on m'a offert. Donc, moi, j'y étais pas. Après, c'est à charge de revanche, hein, je dirais. Mais voilà, je pense que j'aurais encore plus aimé si j'avais eu les lieux réels dans ma tête. Après, c'était tout aussi agréable de découvrir les histoires et de me faire mon propre imaginaire sur les lieux, mais j'avoue que ça aurait apporté un petit plus supplémentaire à ma lecture, ça c'est certain. Après, j'ai préféré certaines légendes à d'autres, il y en a qui m'ont marqué plus que d'autres, mais bon, ça aurait été très étrange que l'entièreté des histoires, en sachant qu'il me semble qu'il y en a quand même 11, je les aime toutes pareilles. Bon bah, de toute façon c'est normal, hein. C'est les avis de tout à chacun, j'ai envie de vous dire. Et dernière chose avant de conclure, j'étais ravie de lire ce livre en anglais, puisque je vous avoue que ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé, parce que en règle générale, j'aime bien lire en français. C'est un vrai plaisir que j'ai, j'adore la lecture et j'adore la langue, j'adore le français, je trouve ça très beau et du coup je prends vraiment plaisir à lire du français. Non pas que j'aime pas lire en anglais, mais le ressenti n'est pas le même. Je prends aussi du plaisir à lire en anglais, mais c'est une... Comment dire, c'est une appréhension différente du livre. Après, ça fait quand même du bien de changer de médium pour travailler sa langue de temps à autre, ça je le concède. Du coup, j'étais très contente de le lire en anglais. Moi, personnellement, pour vous raconter ma life, je préfère visionner des choses en anglais. Ça, pour le coup, je le fais vraiment hyper régulièrement. Mais je trouve ça quand même bien de changer de médium de temps à autre. Ça me fait travailler différemment. Et c'est chouette aussi de voir en fait et écrire les phrases. Et je pense que notre cerveau retient tout aussi bien. Bref, je m'égare dans tous les cas. C'était cool de lire ce livre en anglais, je suis très contente. J'en ai deux autres qui m'attendent dans ma palle en anglais. Au vu de la quantité que j'ai dans ma pile à lire, c'est très peu de livres en anglais. Mais franchement, ça me suffit et ça me va très bien comme ça.
Voilà. J'en ai donc terminé avec ce point lecture, j'espère que celui-ci vous a plu. Si vous avez des avis ou si vous voulez rebondir sur ce que j'ai dit en commentaire, et bien surtout n'hésitez pas. Et sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Bisous.